Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, c'est le maître des codes, vous le connaissez très bien, il est à nouveau parmi nous. Florian nous accompagnera ce soir. Salut Florian. Bonsoir à tous. Le taulier est bien évidemment là aussi. Romain, le cofondateur d'Actu, est avec nous. Salut Romain. Salut à tous, bonjour. Et un cofondateur d'Actu, il nous fallait bien un pendant du côté rouge et bleu, parce qu'on les aime bien quand même si on se charrie souvent. Maxime, notre copain de Malherbe Inside, est avec nous. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, des deux côtés de l'eau, présentation de Malherbe Hack. Ce sera l'heure du duel, avec un petit quiz que nous avons prévu entre Romain et Maxime qui vont s'affronter sur les clubs de chacun d'entre nous. Et enfin, féminine, un match sans fin. Vous en avez l'habitude, malheureusement, on va parler de la défaite du Hack. Nous souhaitons pour l'épisode du jour passer le bonjour à Thomas Witczewski, l'ancien milieu du Hack. Vu dans ses équipements de l'époque, il a confirmé son attachement à notre club. Un exemple pour celui qui n'est resté qu'une saison en ciel et marine, mais qui donne beaucoup de leçons à beaucoup d'autres, qu'ils viennent de la KV ou de l'étranger. Dzień dobry, Tomek. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro Jérémy Hénin, c'est parti. Des deux côtés de l'eau, présentation de Malherbe Hack. On va commencer avec toi Maxime, tout de suite, parce que on a des trajectoires qui sont un peu parallèles, vu qu'on était à peu près au même moment, on s'est rejoint à peu près aux mêmes endroits à chaque fois qu'il y a eu les rencontres entre nos deux clubs. Jusque-là, pour toi, est-ce que c'est un échec ou une réussite cette saison ? C'est plutôt pour nous, c'est plutôt un échec, même si on s'attendait pas forcément à des miracles cette saison. Il y a eu un processus de rachat du club cet été. Il n'y a pas d'objectif qui a été annoncé, pas d'objectifs qui ont été annoncés par la direction, par la nouvelle direction. Maintenant, on s'attendait à ce que ce soit une saison de transition, mais pas à ce point-là, on va dire. Alors aujourd'hui, on est après les matchs d'hier, je crois qu'on a quelque chose comme 13e. C'est assez pauvre globalement dans le jeu, même si on avait plutôt bien commencé avec en point d'orgue de la saison une deuxième place après la victoire dans le derby aller justement. Globalement, malheureusement, on avait aussi un petit peu de réussite. On l'a vu avec ce fameux penalty. Il y a eu beaucoup de buts dans les arrêts de jeu, beaucoup de penalty comme ça un petit peu généreux accordés. Ce qui fait qu'on a réussi un petit peu à faire illusion au début de saison. Malheureusement, on a vite été rattrapé par la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe est 13e et est plutôt à sa place au vu de ce qu'il a montré depuis le début de saison. Toi, tu parles de saison de transition que tu savais pas à quel point. Nous, je vais te dire que du côté du Hack, on va donner la parole à Romain. Romain, nous, la saison de transition, nous, c'était encore mieux. On nous l'a pas dit du tout, vu qu'on nous partait pour une montée. Et même question que pour Maxime, nous, on le dit depuis le début de la saison, ça sent quand même bien l'échec cette année. J'allais exactement rebondir là-dessus. On nous l'aurait vendu comme une saison de transition, on n'aurait pas ces commentaires aujourd'hui. Oui, clairement, c'est un échec, mais c'est un échec amplifié par la mauvaise communication d'avant-saison de notre direction. Aujourd'hui, si les supporters ils sont dans cet état-là, c'est parce que on nous a promis la Ligue 1. Alors, on a été trop bêtes d'y croire par rapport au mercato estival qui a été fait. Mais d'un autre côté, quand c'est le président du club qui le dit lui-même et qu'on est supporter, j'ai envie de dire, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Maintenant, c'est la conclusion, c'est oui, c'est un échec et amplifié à cause de la direction, largement amplifié. Florian, on va rebondir aussi sur les propos de Romain pour ce qui concerne le Hack. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter, mais est-ce que tu vois des points, toi, pour lesquels il faudrait aller un peu plus loin ? Ouais, j'ai eu un petit fun fact. Donc là, actuellement, avant le match, on est à la 28e journée, donc égalité parfaite entre Caen et le Hack. Et j'ai voulu regarder le classement de l'année dernière et il s'arrêtait à la 28e journée, comme par hasard, au moment où on veut tourner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Caen avait déjà le même nombre de points, avec le même nombre de victoires, nulles et défaites, et que le Hack avait 10 points de plus. Donc ce qu'on peut voir, c'est que côté Canet, ça n'a pas trop évolué et que nous, on a descendu. Après, il faut mettre ça aussi en parallèle, c'est que la Ligue 2, vous pouvez passer une saison à jouer le top 5 et la saison d'après être 15e. On l'a vu par le passé avec des équipes comme Ajaccio. Donc, c'est quand même intéressant de regarder. Est-ce que les projets ont du mal à se mettre en place ? Est-ce qu'il y a vraiment un projet ? Après, faut aussi dire qu'on a deux des plus gros noms
dans les entraîneurs en Ligue 2 avec Dupraz et Paul Le Guen, mais que pour l'instant, faute de moyens ou faute de grinta qu'ils apportent à leurs joueurs, ça a du mal à prendre. En termes de moyens, on va quand même être raisonnable vis-à-vis de ça, parce que on entend souvent Paul Le Guen parler de recruter avec ses moyens. J'ai envie de dire que Rodez et Chambly, eux, par exemple, ils recrutent avec leur absence de moyens. Donc ce serait juste de la bonne utilisation de certaines sommes qui ont été faites. Et c'est sûr que quand on regarde le classement à l'heure actuelle, avant le match qui aura lieu là d'ici un peu plus de 2 heures, voir Rodez 9e et nous en deuxième partie de tableau, ça fait quand même très drôle à ce moment-là de la saison. Messieurs, continuons un petit peu. On fait tous le constat que nos deux clubs respectifs n'ont pas été vraiment à la hauteur cette année. Quelle perspective on attend d'ici la fin de l'exercice? On laisse les choses se passer tranquillement en regardant un petit peu dans le rétroviseur. On essaie d'envisager un petit peu mieux. Moi, personnellement, j'ai déjà donné mon avis dans le club HAC la semaine dernière, que pour moi, j'ai eu qu'une envie, c'est qu'on bâche le plus vite, qu'on se maintienne et qu'on mette cette saison au rang des saisons oubliables. Maxime, pour toi, qu'est-ce que tu attends de la fin de saison pour Malherbe? Eh bien, même son de cloche, j'ai envie de dire, on a tous assez hâte que la saison se termine. On n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit, je pense, que les Havrais, parce que vous m'avez l'air un petit peu déprimé là par tout ce qui se passe autour du club. Nous, c'est un petit peu différent. Il y a, donc j'en ai parlé tout à l'heure, un nouveau projet qui commence à se mettre en place avec mené par Pierre-Antoine Caton qui a fait venir Olivier Piqueux. Donc on était en tout cas plein d'espérance. L'an dernier, on savait que il fallait du temps pour que ça se mette en place. Bon, en football, c'est un peu compliqué. On demande toujours beaucoup de temps. Les supporters sont un petit peu impatients. Voilà, on savait que la saison qui était celle-ci serait pas forcément une réussite. On s'attendait quand même à mieux, comme j'ai dit tout à l'heure. L'année dernière, quand Pascal Dupraz reprend le club, sur sa période, le club finit 5 ou 6e, je crois. Donc, on pouvait s'attendre à truster le top 5 ou 5-6e place, être en tout cas dans la course. Bon, cependant, Olivier Piqueux l'a encore dit, je crois pas plus tard qu'hier dans Ouest France, le véritable projet va se lancer en début de saison prochaine et on a tous hâte donc que cette saison se termine enfin. On va quand même faire attention à bien assurer le maintien parce que c'est pas encore joué, même si on a quand même une marge d'avance. Mais voilà, on a tous hâte de voir à quoi va ressembler vraiment ce projet à partir de l'année prochaine, quoi. Alors Florian, même question pour toi. Qu'est-ce qu'on espère pour la fin de saison du HAC, mis à part un maintien qu'on espère le plus rapide possible? Moi, personnellement, je vois les deux clubs normands se maintenir. Alors après, il faudra faire quand même attention. Entre le 9e qui est Nancy et Pau qui est 18e, il y a 9 points d'écart. Donc voilà, c'est le genre de position où si on gagne un ou deux matchs, on passe 9e. Et si on en perd deux, on n'est pas loin de la zone relégable. Donc ouais, c'est très dangereux. Alors personnellement, comme je l'ai dit, je crois vraiment que les deux clubs vont se maintenir. Par contre, attention à la mauvaise série. Parce que ce sont deux clubs qui, je suppose, n'ont pas été préparés mentalement à jouer une descente, en tout cas un barrage. Donc attention, parce que des équipes comme Pau, Chambly ou Rodez sont peut-être plus à même préparées. On l'a vu d'ailleurs pour le match contre Pau, qui ont les Palois, je suppose comme ça qu'on dit, ont eu un peu plus de mordants. Donc attention à pas se retrouver dans une position très dur. Moi, je l'ai déjà utilisé dans l'émission. Ça me rappelle un peu le Lille avant Galtier qui était pas loin de descendre avant de se sauver en fin de saison. Donc attention à ça parce que les clubs qui sont pas prêts, les joueurs qui sont pas prêts, ça peut être très dangereux. Romain, même question pour toi. Qu'est-ce qu'on va jouer là d'ici la fin de la saison? On va être tranquillement, on peut espérer développer du beau jeu ou on va encore se servir de la soupe jusqu'à la fin de la saison parce qu'on sera pas capable de se mettre à l'abri avant? Moi, j'ai envie de rejoindre ce qu'a déclaré Pierre Gibaud, notre défenseur central, pas plus tard que dans le journal ce week-end. Je pense que c'est d'assurer au plus vite notre place en Ligue 2, comme il l'a dit, d'éviter de se faire peur. Et puis, il parle aussi d'un rachat qu'il a envers les supporters, qu'ils ont envie de se racheter sur les 10 derniers matchs par rapport à nous, et même à distance. Donc, j'aimerais bien que cette équipe-là montre qu'ils étaient capables d'autre chose et qu'ils nourrissent quelques regrets sur les 10 derniers matchs. Pourquoi pas? Alors, j'ai pas dit que j'y croyais, j'ai dit que j'aimerais bien. Donc
parce que ça serait bien quand même qu'ils sortent la tête de l'eau, qu'ils essayent de se remettre, je l'ai dit moi l'autre jour en mode Coupe de France, et dans la dernière émission j'ai dit aussi d'arrêter de regarder l'adversaire avant le match et de se dire ah bah Grenoble ils étaient plus forts que nous. Non, là maintenant faut y aller, il reste 10 matchs, le maintien il est pas fait, faut d'abord faire ça, le maintien, et après se faire plaisir et essayer de faire plaisir aux supporters. Bien, donc maintenant parlons de ce qui nous intéresse, le match qui aura lieu incessamment sous peu. On va faire un petit tour d'effectifs avec toi, Maxime. Les absents, les présents et le type de match que tu attends de la part de ton équipe ce soir. Alors sur le type de match que j'attends, malheureusement je m'attends pas à un grand spectacle, d'autant plus que les résultats du week-end n'ont pas été ultra favorables. Voilà, Guingamp a gagné notamment, ce qui fait que les deux équipes se retrouvent à 6 points du barragiste. Il aurait pu manquer que Chambly gagne face à Toulouse et on aurait eu la complète. C'est ça. Bon, alors voilà, c'est pas ce qui va, à mon avis, va ouvrir le match. Les matchs de Caen qui sont déjà pas très spectaculaires cette saison. Je sais pas comment c'est pour le Havre, mais ça a l'air d'être à peu près pareil d'après ce que je comprends. Donc, je m'attends à un match globalement fermé. Du côté des absents, nous on aura Hugo van der Merch qui sera pas là. Défenseur, il me semble que ce sera à peu près tout, en dehors de Yacine Bamou bien sûr qui est blessé longue durée. On récupère Rémi Rioux au poste de gardien, c'est un retour important puisqu'il avait été très bon depuis le début de saison. Et Jonathan Rivierez aussi qui va revenir. Donc voilà, une équipe quasiment complète, mais je suis pas sûr que ça nous permette malgré tout de voir un grand spectacle. On verra. J'espère, comme je disais sur Tendance Ouest en début de semaine dernière, j'espère que voilà, je préférerais qu'on voit un 3 partout qu'un 0-0. Malheureusement, j'y crois pas des masses. Non, mais sachant que nous, de toute façon, les matchs où on marque plus de 2 buts, il y en a eu 2 dans le reste de la saison, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un spectacle exceptionnel sur la pelouse de Dornano. Romain, avec toi, pareil, les absents, bon, on les connaît, donc Raïd Boutaïb suspendu pour accumulation de cartons jaunes, et un gros point d'interrogation sur Jamal qui a malheureusement eu sa main cassée et on ne sait pas s'il sera suffisamment rétabli pour jouer ce soir, ne serait-ce que même peut-être pour être sur le banc. Quel match t'attends à Dornano? Parce que certes, le Havre, c'est pas bon, mais quand c'est mauvais depuis le début de la reprise, comme nous, 19e équipe sur les matchs depuis 2021, qu'est-ce que tu espères pour le match de ce soir? Vu la puissance de frappe des deux équipes, je m'attends pas à un grand match. 0-0 ouais, franchement, je m'attends à un 0-0 défensif. Je serais surpris de voir autre chose. Ils vont jouer avec la trouille au ventre des deux côtés, c'est obligé vu les résultats du week-end. Et ils iront chercher le maintien sur un autre match et pas sur ce match. Je pense que ça va être ultra fermé en fait. J'ai même peur que de notre côté on abandonne notre losange là parce que justement on n'a pas de Boutaïb présent, donc j'ai l'impression qu'on va jouer un attaquant et puis qu'on va tout verrouiller derrière. C'est ça que j'ai en tête. Maintenant, je serais très surpris. J'ai hâte de voir la compo que va nous sortir Paul Le Guen. Et tu veux pas l'avouer, mais avoue, tu le veux, ton Basilou titulaire ce soir. Tu le veux, ton Hervé Basile. Un attaquant, c'est Alioui si on doit mettre un remplaçant, mais non, pas Basile. On va parler pronostic maintenant. Et quand on parle de pronostic dans les activistes, on se tourne tout de suite vers Florian. Florian, pour toi, toi qui es notre grand maître des cotes, quel pronostic tu vois pour le match de ce soir? Bah, moi j'aime bien à chaque fois qu'il y a un match regarder les séries des équipes et un peu aussi le contexte. Donc le contexte, on en a parlé, hein, toutes les équipes qui jouent le maintien ont gagné, donc Dunkerque, Guingamp, Nancy et Rodez. Les deux équipes sont à 6 points de Pau. Les deux équipes sont en mauvaise forme, donc déjà rien que ça, comme on l'a dit, ça sent le match fermé. On rajoute à ça le fait que les deux équipes n'ont pas gagné depuis 3 matchs. Que les deux équipes ont pris des buts depuis 3 matchs aussi, sur les 3 derniers matchs, et que pour Caen, sur les 7 derniers matchs, 6 fois il y a eu moins de 2,5 buts dans le match, et que pour le HAC, la même stat, c'est sur les 10 derniers matchs. Du rêve. Autant vous dire que déjà vous pouvez mettre le PEL sur moins de 2,5 buts dans le match, c'est presque sûr. Non, après, ouais, le contexte est dur.
Là, j'ai une petite phrase, un petit cadeau pour François Manori qui commentera le match. La fameuse phrase le nul n'arrange personne. C'est pour moi, c'est cadeau. Pour être utilisé à la radio ou sur Beansport. Ouais, non, là, malheur au perdu, mais même malheur au match nul, quoi, parce que ça arrangera vraiment personne. Sachant que j'ai regardé le calendrier du hack, il est compliqué sur la suite, je sais pas pour quand. Donc ouais, non, ça va être tendu, mais ça va être tellement fermé et les armes offensives sont tellement médiocres cette saison que pour moi, ouais, je vois vraiment un match nul et le 0-0, je sais d'avance que je mettrai une petite pièce sur le 0-0 en score exact. Ça, c'est presque sûr. Très bien. Ouais. Donc, et calendrier compliqué, surtout que maintenant, de notre côté, on a peur de Rodez aussi. Hein. Comme on a peur des équipes qui sont devant nous, Rodez est 10e, donc maintenant quand on regarde notre calendrier, on peut se dire qu'on a peur de Rodez aussi. Hein. Donc ça va être compliqué d'ici fin de saison. Hein. Moi j'espère qu'on pourrait basculer du bon côté sur ce match face à Caen, mais je pense pas. Je pense que ça viendra après. Puis dans les absences côté Canet, j'ai oublié Stéphanie Frappard aussi qui sera pas là malheureusement. C'est bien de le dire. C'est beau. On verra. Et Nicolas Ioacchini, il sera là ou il se prépare pour le concours olympique? Il sera là. Pierre Gibaud, il a hâte de le revoir. Hein, c'est vrai. J'imagine bien. Bon, Florian, en tout cas, nous a dit que pour lui, le 0-0 serait heureux. On va faire un petit tour de table actuellement. On va commencer par notre invité, Maxime. Ce sera peut-être pas le nulico, ce sera peut-être le trouillico. Quel est ton pronostic pour ça? Allez, je vais être positif pour Malherbe. Je suis obligé. Je vais dire un 0 sur un CSC. Je crois que vous avez l'habitude en plus. Ah ouais, mais CSC, normalement, il bosse pour nous. Hein, donc là, il va pas forcément marquer. Ah, d'accord. Allez, Romain, à toi. Allez, je dis 1-1. On a CSC qui marque pour nous et Caen égalise sur penalty. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est peut-être encore mieux que ce que je pensais. Allez, je te rejoins là-dessus. Un partout dans les circonstances que tu dis, ce serait tellement bien. Ce serait raccord avec ce qu'on a fait. En tout cas, pour nous, allez, on a fait la présentation de ce match. On va maintenant s'amuser. Il est l'heure du duel, messieurs. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Petit quiz entre la Haute et la Basse Normandie. On a décidé de scinder la région juste le temps de faire un petit exercice de style. Florian a bien travaillé. Il va vous poser de très jolies questions, messieurs. Vraiment, il a bien bossé et on va être simple. C'est que au fur et à mesure, je pose des questions à l'un et à l'autre. Vous répondez dans la foulée et à la fin, on fera les comptes de savoir qui a le plus de points. On va commencer par Maxime. Allez, c'est parti. Maxime. Donc, la blague, bien évidemment, c'est que je vais pas te poser des questions sur Malherbe. J'imagine bien. Je vais te poser des questions sur le hack. Et Romain, tu sais très bien que je vais te poser les questions sur Malherbe. Là, on va rigoler un petit peu. Allez, on y va. Allez, je suis prêt. Maxime, on va commencer par une facile. Romain, tu peux écouter parce que je te pose la même, bien évidemment. Date de création du hack. Ah, ça serait 1872 de mémoire, je crois. Bien, un point pour Max. Même question pour toi, Romain. Date de création de Malherbe. Moi, j'ai révisé mon SM Caen, donc 1913. Allez, un partout. Bien. Ouais, allez, celle-là, elle est facile. Le nom du stade de Caen. Prénom, c'est Michel Dornano, non? Il a été dur à sortir. Il a été dur à sortir. C'est une bonne réponse. Maxime, pour toi, où est-ce que le hack joue? Le stade Océane. C'est bon. Le meilleur buteur actuel de la saison pour le hack, Maxime, qui est-ce? Le meilleur buteur du hack, c'est CSC, c'est ça? Ça compte ou pas? J'avoue. Moi, j'ai envie de dire que ça compte. Hein. Un demi-point, peut-être. Franchement, pour la beauté du jeu, je compterai le point. Ah ouais, moi je le dis, et là on a fait l'appel au juge. Sinon, je dirais peut-être. Alors, sinon, franchement, j'ai pas d'idée, mais je dirais peut-être Jamal Tiaré, peut-être
Tout hasard, Ouais, mais- c'est validé. Allez, c'est validé. Allez. Allez, là, le point, il est bon. C'est pareil. Romain, quel est le meilleur buteur de Malherbe cette année? Je sais pas du tout. Non, j'en sais rien. Eh ben, c'est raté. C'était Yacine Bamou. Bah donc, Ah, maintenant, attends, vu que t'as pas eu la bonne réponse, bah, tu vas peut-être me dire combien de buts il a marqué. Ah, ah. Yacine Bamou, mais c'est le joueur qui est blessé depuis un moment. Ouais, mais tu vois, Donc, c'est pour te situer un petit peu. Ah ouais. Donc nous on a CSC et vous avez un blessé meilleur buteur. C'est quand même, C'est ça, c'est ça. c'est quand même très fort. Bon, je dirais, comme on est à peu près dans la même situation, je dirais qu'il a marqué 5 buts. Ah, dommage. C'était 6. Ah, ah. 6 buts. Et Maxime, CSC et Thierry ont marqué combien de buts chacun? Je dirais 4, 5, je sais plus. Ah bah il faut choisir, monsieur. 4, je Choisir. dirais 4. C'est bon, c'est une bonne réponse. Attention, Maxime est en train de On vient de s'envoler. le derby là. Merde. Allez, on va gagner. Maxime, on continue. Combien de championnats de Ligue 2 le HAC a-t-il remporté? Ah, à un moment, il faut bien que ça se corse. Hein. Ah ouais. Je vais dire 3. Je vais dire 3, mais sans aucune conviction. 5 championnats. 5 Trois, championnats. mais Je vous ai sous-estimé. oui, 3 que tu peux rappeler, vu qu'il y en a 5, on va juste les rappeler. Donc les derniers, 2008, 1991, 1985, et ensuite on remonte à un petit peu plus loin, 1938 et 1959. J'étais pas Donc, encore l'année, blessé, c'est ça. Ouais. l'année où le HAC fait le doublé Coupe de France montée en Ligue 1. Eh ben, même question pour toi, mon cher ami Romain. Combien de Ligue 2 Caen a-t-il remporté? Et là, je vais marquer un but parce qu'ils ont remporté 2 championnats de Ligue 2. Ouais, allez, c'est bon. 1996 et 2010. Et on va continuer avec toi, Romain. Donc là, pour le moment, on en est quand même à 4-3 pour Maxime. Il reste 2 questions. Il reste deux questions en attendant le banco final. Lors de la saison 2008-2009 en Ligue 1, à quelle place a fini Caen? 2008-2009. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a mis cette saison-là? Que le HAC était en Ligue 1. Parce qu'on était en Ligue 1, ouais, mais nous, on était au fond du trou. Ils ont terminé 17e. Et maintenant, ils nous ont accompagnés à la dernière journée. Ah merde. Je me rappelais pas. 18e. Même question pour toi, Maxime. Lors de la saison 2. Si je me souviens bien, le Havre était 20e et dernier. Hein. C'était pas très dur celle-là. Ah oui. De souvenirs, c'était moche. Hein. De souvenirs, c'était très moche. Mais on va peut-être remettre un petit peu le couteau dans la plaie. Petite question, d'ailleurs, justement. 8 novembre 2008, quand donc le Havre se déplace à Caen, qui a marqué le but de la victoire pour le HAC? Oh là là, la question qui tue. En quelle année, tu me dis? 2008, donc la dernière saison de Ligue 1 qu'on a fait ensemble. Bah non, O'Haro n'était plus là. J'en ai absolument aucune idée. C'est vraiment la question qui tue là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'était Nicolas Dieuze. Nicolas Dieuze, ouais, un historique du. Et un maître coup de boule en deuxième mi-temps qui donne une victoire au Havre, ce qui n'était pas arrivé à Dornano depuis un bon moment et qui a redonné un peu d'espoir à ce moment-là. Le reste de la saison prouvera que malheureusement, ça n'a pas aidé, malheureusement. On va faire aussi avec toi, Romain. Parce que forcément, le HAC est allé gagner à Caen cette année-là, donc forcément, il fallait qu'on perde à Deschazeaux. Donc, pour le match qui a eu lieu le 11 avril 2009, victoire de Caen à Deschazeaux 2-1. Est-ce que tu peux me donner un des 2 buteurs caennais? Alors, il n'y a pas beaucoup de joueurs caennais que je connais, mais il y en a un qui m'a marqué. Mais alors, totalement hasard, parce que je ne sais pas s'il était là cette année-là. Mais allez, je tente Savidan. Je crois qu'il a marqué, ouais. Je crois c'est une bonne réponse. C'est vrai. Oh, c'est beau. C'est une bonne réponse. C'est un des seuls joueurs que je retiens à côté canet, mais c'est un gars sympa. Et puis, j'aime bien le personnage, j'aime bien l'homme. Allez, et pour le fun, est-ce que Maxime, tu saurais quel était le deuxième buteur de la soirée? Ouais, c'est Reynald Lemaître, je crois. Oui, bonne réponse. Bon, c'était pour le fun. Donc Florian, tu as tenu le compte. On en est à combien là?
pense qu'il y a une égalisation sur le fil. Alors, si j'en suis bien la logique, normalement, en nombre de réponses, Maxime a 5 et Romain 4. Mais après, la dernière question, elle est quand même beaucoup plus compliquée que les autres. Donc, je sais pas comment on attribue le point. Ah ben, ça va être un banco, hein. Ça va être un banco. Messieurs, on va rigoler. On va faire une petite question comme on les aime, une Allez. petite question vacharde. On a répertorié sur les 40 dernières années les joueurs qui ont porté les 2 tuniques. Ah, 6, 7, 8. Il y en a 10. D'accord. Romain, c'est toi qui est en retard actuellement. Donc c'est toi qui vas avoir la première enchère. Combien de joueurs tu peux citer qui ont porté les 2 tuniques? combien je peux en citer? Ah, c'est les enchères, hein. Ensuite, tu dis un chiffre. Maxime peut surenchérir ou Ouais. laisser. Et puis ensuite, si je suis nul. tu surpasses, à toi de repasser. Allez, 4. 4. Maxime, est-ce que tu en as plus ou est-ce que tu laisses? Ah, je suis obligé de dire 5 pour la compétition. 5, c'est bon. Romain, est-ce que Oh non, je laisse. tu laisses? Eh ben Maxime, dis-nous 5 joueurs qui ont porté la tunique des 2 clubs. Alors, je vais dire donc Hervé Basile, hein, merci pour la. Je l'avais quand même. Je l'avais. Steve Yago, Ah ouais. Ouais. C'est bon. Mathieu Duhamel, Oh putain. Jonathan Rivierez. C'est Ouais. bon. Il va m'en manquer un. Je vais le trouver. Pas le baroudeur, hein. Tu peux le citer, hein. Il a fait tous les clubs de France. Xavier Garland. Ah ouais. Hein. Bien C'est joué, bon, bien ça joué, marche. bien joué. C'est validé. Et c'est bien. Donc, victoire incontestée en tout cas pour Maxime. On avait en autre dans la besace Michel Rio, Bien sûr. Brice Samba. Ah ouais. On avait Ouais. Candia Traoré aussi oui. qui était là. Et oui. Alors, pour les plus vieux d'entre nous, c'est sûr que pour les jeunes, ça parlera pas. Graham Rix. Ouais. Fodé Koïta, qui nous a, je pense, à peu près tous autant marqué l'un Ah, que si, l'autre. je me rappelle. C'est vrai. Et qui l'a vendu à qui là? Personne bon, l'a vendu, je crois qu'il ouais, il était est prêté par à Montpellier, je Montpellier crois. et il est arrivé de Montpellier ensuite libre à Malherbe, si je me souviens bien. Ça va. Et il y a vous pas avez d'arnaque. oublié, et vous avez oublié par contre les 2 attaquants formés au HAC qui ont fini à Caen, Deux attaques. Stéphane Sanson et Sébastien Ah oui. Mazur. Et oui. Donc voilà, c'était pas mal. Sébastien Mazur, au passage, que j'aimerais à nouveau revoir comme consultant. Le peu de fois où je l'ai vu consultant, il était juste excellent. Ça, c'est juste au passage. On reviendra pas par contre sur les conditions de son départ du HAC. Ça, c'est autre chose. Et Bon, il pourrait y avoir des mots un peu moins gentils qui viendraient. On s'était mis d'accord sur le fait qu'on laissait la victoire à Malherbe aujourd'hui, hein. Enfin, Vous là, la prenez là, vous la dans prenez ce soir. l'avant-match. En avant-match, oui, bien sûr, c'est Voilà. tout à fait ça. D'ailleurs, Maxime, je te remercie pour le virement que tu m'as fait sur mon compte au Bahamas. C'était très bien. T'as fait comme si tu n'avais pas eu les questions avant, c'est juste impeccable. En tout cas, merci messieurs, c'était bien sympa. Vous nous avez donné, on espère que vous vous êtes amusés autant. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des vidéos et du podcast si ça vous a plu. À l'occasion, on pourra toujours le refaire et on en a de prévus potentiellement. C'est fini en tout cas pour les hommes. Nous allons pouvoir parler un peu du hack féminine. Un match sans fin. Tout de suite, jingle hack. Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas. Et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et oui, malheureusement, une fois de plus, le hack a tenté. Une fois de plus, le hack a eu des possibilités. Mais une fois de plus, le hack a échoué. Défaite 4-1 face à un Montpellier secoué, mais victorieux au final. Avant d'affronter Reims et Dijon pour essayer d'accrocher une ultime chance de maintien, les filles ne se sont pas facilité la tâche et on a senti une petite pointe d'agacement de la part de Michael Bunel en conférence d'après-match suite à une question posée par David Poinel. Romain, je voudrais voir avec toi. Les week-ends se suivent, se ressemblent. Michael Bunel est toujours optimiste et c'est toujours de tirer le positif, mais à chaque fois, ça finit pareil, ça finit par 0 point et un hack qui reste coaché à la dernière place du classement. Ouais, je pense qu'il est complètement dans son rôle, malgré tout. Bon, après, c'est vrai qu'il a dû prendre quelques cours avec Paul Le Guen, je pense, au niveau des conférences d'après-match, parce que il nous a fait un peu une Paul Le Guen, hein. Voilà, il a pas...
comment dire ça, il a pas abdiqué sur le fait que son équipe a pris 4 buts. Il dit qu'il a trouvé du mieux dans son équipe, qu'ils auraient pu revenir à 2-2. Bon, après, il veut encore motiver ses troupes jusqu'à la fin de saison. Maintenant, je pense que le seul espoir et dernier espoir qu'on peut avoir pour éviter de descendre, c'est malheureusement l'arrêt du championnat de Division 2. Mais sinon, on y va tout droit justement dans cette Division 2. Qu'on arrive en D2 ou qu'on reste en D1, il faudra de toute façon se poser les bonnes questions. Si on reste en D1, je sais pas ce qu'il y a à faire parce que on avait l'air d'avoir un effectif de qualité, ou en tout cas les moyens ont été mis à disposition de cette équipe féminine. Je sais pas sur quel point on s'est trompé. C'est vrai que c'était la première saison, mais moi j'avais l'impression qu'on avait les moyens, qu'on avait l'effectif. Maintenant, c'est pas du tout le cas. Donc si on descend en D2, il va falloir dégrossir bien évidemment. Si on reste en D1, je sais pas trop. Est-ce qu'il va falloir rechanger beaucoup de joueuses? Est-ce qu'il va falloir se mettre dans un autre système, un autre état d'esprit, un autre entraîneur, bien sûr, moi, c'est ce que je demanderais. Hein, si on reste en D1, il faut un autre entraîneur. Il faut un entraîneur avec peut-être un petit peu plus d'expérience dans cette division et ce football féminin. Donc voilà, le seul espoir pour l'instant qui reste au Havre, c'est que la D2 s'arrête et qu'il n'y a pas de descente. Florian, après les propos de Michael Le Guen, Michael Bunel, est-ce que tu penses pouvoir... oui, Lorano, ouais, c'est gentil, voilà, c'est gentil. Est-ce que tu penses qu'on va continuer comme ça? Parce que malheureusement, donc là, les 2 prochains matchs vont être très importants, et ensuite tu rencontres les 2 ogres, donc tu pourrais avoir un léger mieux pour ensuite potentiellement prendre cher face à 2 prétendants au titre en Europe. Bah oui, bon, déjà pour revenir sur ce match, faut dire quand même que l'adversaire c'était Montpellier. Hein. C'est une équipe, je pense qu'on peut le dire sans sourciller, que c'est la 3e meilleure équipe de France. Donc défaite 4-1, oui, c'est lourd. Après, dans le contenu, apparemment, j'ai regardé les articles du Paris Normandie, c'était un peu mieux. Le problème de ça, c'est que les gens qui ne regardent pas les matchs, et ça vaut aussi pour les hommes, hein, même si le contenu est bon, vous voyez une défaite 4-1, vous dites bon bah pas à son nul, mais ils sont beaucoup moins fortes et ça peut se comprendre. Mais des fois, oui, il faut regarder un peu plus dans le contenu. Donc, je peux comprendre que ça l'agace. Après, évidemment, comme tout entraîneur, surtout dans une position qui est très difficile, donc faut pas tirer sur l'ambulance, comme on dit. Oui, ça va être très compliqué. Personnellement, on dit toujours, même si mathématiquement c'est pas fait, on est tous ici très conscients, on a déjà vu du foot, on a déjà vu nos équipes masculines dans des positions très compliquées. On sait très bien quand t'es bon dernier qu'il y a un écart avec le maintien, que c'est souvent très très dur, voire quasiment impossible de se maintenir. Donc il faut toujours y croire parce que c'est le football et on a déjà vu des retournements magiques, mais c'est vrai que pour moi ça me semble très compliqué, voire quasiment inexistant. On ne dira pas, de toute façon, je ne vais pas dire autre chose, vu que pour moi, j'avais déjà déclaré depuis quelque temps que la saison était finie. On va juste maintenant espérer, pour les filles, que la FFF va valider, que la D2 va s'arrêter, elle qui n'a disputé, je crois, que 5 ou 6 matchs cette saison, pour partir en saison blanche et espérer se maintenir comme ça, ce serait quand même étonnant, mais bon, pourquoi pas? Ce serait toujours ça de prix et il y aurait au moins une petite éclaircie dans le ciel du hack. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.